Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Au sommaire de cette émission de la Cotimo, nous sommes vendredi, on va vous parler d'urbanisme, de mobilité. Bref, on va parler de sujets qui vous tiennent à cœur tous les jours. Pour en parler, nous aurons deux personnes sur le plateau. Nous accueillerons François Oudot, cofondateur de Bump. Bump, c'est le spécialiste de la recharge rapide en cœur de ville. Bien sûr, on parle d'énergie. Et dans la deuxième partie de notre émission, nous recevrons Nicolas Ledoux, qui vient de publier un livre qui parle de réenchanter, de réinventer la ville de demain. Tout un programme. Il est d'ailleurs urbaniste et aujourd'hui, il dirige une société qui s'appelle Arcadis. On parlera tout à l'heure de tous ces sujets. Bien évidemment, la Cotimo, comme vous le savez, tous les jours, ce sont des infos pour décrypter l'actualité. On parlera bien sûr, comme c'est l'usage, tous les vendredis, d'urbanisme et d'immobilier, parce que ça bouge dans la Smart City et dans l'immobilier, n'est-ce pas Nicolas? Comment ça va aujourd'hui? Eh ben écoutez, très bien Sylvain, ravi d'animer cette émission avec vous. Je rappelle donc qu'on est diffusé sur Bismart et Radio Imo. Alors pour donner peut-être un petit peu quelques éléments de contexte, on est actuellement dans un contexte d'accélération de l'électrification de la mobilité. Dans ce contexte, le président Emmanuel Macron a annoncé l'objectif de produire en France, à horizon 2030, près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides, donc dans le cadre d'un plan qui s'appelle le plan France 2030. Et ceci a un impact sur les transports évidemment, mais aussi sur les villes. C'est une constante depuis des siècles. À chaque évolution, voire révolution des transports, nos villes se sont transformées. L'avènement des chevaux, par exemple, a induit les municipalités à paver leurs rues. On en voit encore d'ailleurs quelques-unes à Paris. L'arrivée de la voiture a fait du goudron la norme de nos villes. Et si, demain, la voiture électrique annonçait encore de profonds changements de la voirie, Sylvain? Tout à fait, Nicolas. Peut-être le cheval va revenir en centre-ville. Qui sait? Et pourquoi pas. En France, comme vous le savez, un tiers des émissions de CO2 est lié au secteur des transports, dont la moitié est imputable aux seules voitures. Parmi celles-ci, on compte les taxis, les VTC et autres services de livraison nécessaires, bien évidemment. On parle toujours de livraison au dernier kilomètre, consommateur de CO2. Pour certains, la solution consiste à passer à l'électrique. On voit encore quelques initiatives, mais encore faut-il pouvoir trouver de l'approvisionnement électrique. Et je peux vous dire qu'on est quand même, en dehors de certaines métropoles, très loin du compte. C'est ce qui d'ailleurs va certainement intéresser notre invité, François Oudot, cofondateur de Bump. Alors justement, on a envie de vous poser cette question. Est-ce qu'il y a assez de recharge aujourd'hui dans le pays? C'est un vaste sujet parce que c'est toujours l'enjeu de l'offre et de la demande. Est-ce qu'il y a assez de véhicules électriques pour convenir et que les bornes soient rentables? C'est le problème de l'œuf et de la poule. Parce que pardonnez-moi, mais pour que la recharge soit rentable, enfin pour que la station, comment on appelle ça, une station, une borne de recharge. Voilà. Voilà. Pour que la borne soit rentable, il faut quand même qu'elle soit consommée. Alors qu'en réalité, on peut se approvisionner aujourd'hui partout sur du carburant fossile. Est-ce que la massification fera qu'à un moment donné, vous installerez des bornes sans vous poser trop la question de la rentabilité? C'est sûr que on peut rêver. Non, mais forcément, sans la rentabilité, c'est dur. C'est une mission de service public, malheureusement. Et pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? C'est un vrai. Il y a bien des délégataires. des délégataires de service public. Oui. Installer une borne dans un petit village qui sera pas forcément rentable va servir les habitants de façon extraordinaire. Qu'on soit clair, c'est sûr que les premiers projets de bornes, ça a été clairement dans une optique de délégation de service public. Et plus ça va, et plus on s'accroche dans une optique finalement de rémunération. Après, je pense qu'il faut prendre un peu de recul. Il y a déjà un élément à garder en tête, c'est que déjà pour arriver à atteindre la ville verte, moi j'aime bien, avant de parler tout de suite de rentrer sur un véhicule électrique, déjà il y a un sujet qui est la sobriété. Donc il y a un premier sujet qui est effectivement la sobriété. Il faut effectivement aussi rouler moins, avoir moins de véhicules, avoir des véhicules plus légers. Le vélo en fait partie, le transport en commun. Et j'aime bien commencer par ça parce qu'en fait nous on a créé Bump. Moi j'ai créé Bump dans l'optique vraiment de réduire les émissions de CO2. Vous avez dit 32%. Il faut que ça passe à quasiment zéro en 2050 pour poursuivre notre objectif de limitation du tendre vers zéro. Je pense pas qu'on y arrivera. Pas loin de zéro. Enfin après effectivement, en tout cas quand on regarde le camembert des émissions de CO2, c'est le camembert qui doit diminuer le plus d'ici 2050 pour garantir le 1,5. Donc effectivement, c'est pas zéro, c'est quelques pourcents. Mais c'était ça l'objectif de Bump. Aujourd'hui, quand vous êtes installé, vous avez dit je vais participer à c'est une anecdote personnelle, mais moi, mon fils est né il y a 2 ans. J'ai travaillé dans des scale-up qui ont grossi très très vite.
Et à un moment, je me suis dit, en fait, j'ai envie de travailler sur un sujet qui soit lié à le plus gros problème qu'on ait sur cette planète, qui est le changement climatique. Justement, si vous avez travaillé dans des scale-up, j'imagine que le sujet de la rentabilité est quand même... Ouais, moi aussi, j'ai bossé dans une scale-up. C'était à Milan. On appelait ça la scale-up milanaise. Oui, voilà. Non, mais clairement, et c'est tout l'enjeu. Moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait... D'un côté, on veut faire de la sobriété en manière de transport, et de l'autre, comment on se dit, en fait, il va falloir que mes bornes, elles servent à quelque chose, elles soient rentables, et donc globalement, on a envie que les gens continuent à rouler autant, ou on a envie qu'ils roulent moins, parce qu'en fait, il faudrait qu'ils roulent suffisamment pour quand même rentabiliser la borne en question. Bien sûr. Non, déjà qu'ils roulent moins. Et ensuite, qui roule en 100% électrique. Et déjà, ça fait un bon marché. Okay, oui. Objectivement, c'est ça. Là, vous y allez super fort, quoi. Super fort. Parce que rouler moins... Enfin, pardonnez-moi, mais si on sort des limites du périphérique parisien et qu'on est en province, où le seul moyen de transport, parce que les transports publics, c'est une tannée, c'est une galère, c'est la voiture. On roulera pas forcément moins. Par contre, je suis d'accord avec vous, on pourrait rouler... Non, mais quand je dis rouler moins, on va dire que chaque situation est différente. Et c'est vrai qu'on a abordé le sujet autour de la ville. Oui, surtout. Donc je suis parti sur un concept de mais ville même urbaine. Des villes, mais ville urbaine de 100 000, 200 000 habitants. Je prends par exemple Dreux, je prends Tulle, je prends Brive-la-Gaillarde, ou je prends par exemple Roubaix. On a les mêmes sujets. C'est-à-dire que ce que je veux vous dire, c'est que, alors c'est peut-être un peu réactif, mais je me dis. On a toujours ce prisme parisien qui fait qu'on pense que dans les petites villes, on va vivre de la même façon. Non, c'est pas possible. Non, c'est sûr. Non, mais chaque situation est particulière et c'est sûr que... mais bon, moi, je vois des initiatives qui sont assez intéressantes, comme de la livraison du dernier kilomètre au départ de Saint-Ouen en vélo, et qui est quasiment plus rapide que... On peut livrer en vélo depuis Saint-Ouen, je connais des acteurs qui font ça, et ils sont plus rapides qu'en véhicule, parce qu'il y a moins de bouchons, il y a moins de trafic, etc. Donc, tout ça pour dire que voilà, il faut sortir un peu des idées reçues. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, après, effectivement, c'est l'électrique qu'il faut adresser. Donc, c'est rouler moins d'une manière générale, avoir moins de véhicules d'une manière générale. Voilà, c'est ça, clairement, pour atteindre les objectifs, c'est ça. Et ensuite, passer à l'électrique. Et quand on réfléchit à passer à l'électrique, il faut réfléchir en termes d'usage. Le lieu où on va recharger le plus, c'est au domicile. Et je prêche pas pour ma paroisse en disant ça, parce que c'est pas ce qu'on fait. Mais clairement, c'est le domicile. Ensuite, c'est le travail. Et c'est assez logique parce que de toute manière, quand on y réfléchit, c'est les deux endroits où la voiture reste stationnée le plus longtemps. Très juste. Et après, ensuite, arrive la recharge publique voirie telle qu'on la connaît, ou les stations de recharge rapide telles que nous, on les construit. Et donc, en fait, vous avez tout ce prisme, et ça commence en général par j'utilise le domicile, puis j'utilise le travail, puis si j'ai ni l'un ni l'autre, j'utilise la recharge publique. Donc la station-service électrique, en fait, a beaucoup moins de sens qu'avec des énergies fossiles. Quand on j'allais poser la question, justement. Elle va être très différente. Donc la ville ressemblera à autre chose que ce qu'on voit aujourd'hui, alors. Je pense que oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce que nous, on constate, c'est qu'il y a plein de... Aujourd'hui, il n'y a pas... En fait, l'infrastructure pétrolière, elle est très centralisée. Parce qu'il y a un effet d'échelle à avoir une cuve à fuel et finalement, vous avez plein de trafic qui passe, etc. Sur le marché de l'électrique, entre avoir 10 bornes au même endroit ou 10 bornes sur différents espaces, globalement, vous n'avez pas d'effet d'échelle, très peu. Enfin, vous allez avoir effectivement peut-être un peu de maintenance, mais bon, finalement, ça ne va pas changer grand-chose. Et donc, du coup, je crois à une redéfinition où finalement, l'infrastructure électrique, elle va être extrêmement éclatée. Et moi, je vois des magasins de bricolage. Elle peut se brancher, par exemple, sur des infrastructures existantes qui n'ont pas été pensées pour recharger des voitures électriques aujourd'hui. Je dirais même que c'est plus sobre en CO2 de réfléchir comme ça. Parce qu'en fait, si vous construisez une grosse station de recharge, il va falloir amener un gros transformateur. Et du coup, tout de suite, c'est des gros câbles, c'est des grosses installations, etc. Alors qu'en fait, bien souvent, à côté, par exemple, d'un magasin de grande surface, à côté d'une entreprise, ou sur un parc d'activités, vous allez avoir des poches de puissance disponibles que vous pouvez utiliser. Vous allez avoir 100 kW, 300 kW de dispo que vous pouvez l'utiliser. Mais c'est pas assez pour faire une station de recharge. Et moi, je vois effectivement... Mais ça peut recharger une voiture, c'est ça ou même pas une voiture? Là, avec 100 kW, vous rechargez une voiture en un quart d'heure. D'accord, ok. Oui, en plus, c'est un flux continu. Et donc après, derrière, c'est... Non, mais c'est un flux continu. C'est un flux continu. Le gars, il vient, en un quart d'heure, il recharge, la borne redevient disponible, il y a quelqu'un qui vient derrière. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est incroyable. Vive la modernité. C'est finalement, toutes les structures de stations gaz, essence qu'on connaît pourraient être bouleversées demain.
Bah, complètement. Et donc tout ce maillage territorial, justement, ils sont installés sur des endroits extrêmement intéressants, parfois aux abords de centre-ville. Vous avez réfléchi à des idées de comment on pourrait reconvertir ce formidable parc? À part les autoroutes qui, à mon avis, les autoroutes, tu auras toujours besoin. Se mettront à l'électrique, auront toujours une offre hybride, et puis voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Non, les autoroutes, on en aura toujours besoin. Je pense qu'aussi, pareil, les stations-service en centre-ville, il y aura toujours besoin de stations-service, mais version électrique. Mais il va falloir repenser avec le modèle, potentiellement beaucoup plus de retail. Enfin, le chiffre d'affaires moyen par place, en fait, il va être beaucoup plus faible. C'est clair. Voilà. Donc, va falloir penser différemment. Et puis à côté de ça, effectivement, ce que vous allez constater, c'est que le restaurant, le restaurateur, le boulanger, le magasin de bricolage, enfin tout le monde va avoir potentiellement sa borne de recharge devant son magasin pour générer du trafic et alimenter. Comment c'est quelque chose qui n'aurait été inenvisageable sur le pétrole. Vous avez un pavillon en banlieue, tiens, je vais prendre l'exemple, voilà, une petite maison en banlieue en ce qui me concerne. J'ai pas d'arrivée électrique dans mon garage qui est juste à côté, à 50 mètres. Bah, on peut tirer un câble et faire venir une prise électrique? Bah écoutez, tout ça est non, possible. Mais juste, tout ça est possible. C'est des investissements lourds. Ouais, c'est coûteux. En revanche, effectivement, si vous n'avez pas, c'est pour ça que plus on est en cœur de ville, plus on est en zone dense, et plus finalement la recharge publique va être nécessaire, parce que la recharge de domicile est plus compliquée. Et donc là, la recharge publique, en revanche, qu'est-ce qui va se passer? Parce que tirer un câble de chez soi, par exemple, etc., c'est compliqué, ça, c'est vraiment compliqué. Bah, si vous avez votre compteur, non, c'est pas compliqué. Enfin, si vous avez votre compteur à disposition, de toute façon, là, c'est l'infrastructure la moins chère, hein, c'est une prise dans votre garage. Mais en revanche, c'est ça que nous on fait, c'est que si vous n'avez pas de prise chez vous, parce que la copropriété est compliquée, vous avez un pavillon, mais vous n'avez pas forcément une porte de garage ou un accès garage, c'est peut-être pas simple, voilà, pour tout un tas de raisons. Ou alors, c'est un véhicule de société. Et vous-même, finalement, vous n'avez pas envie d'investir dans une borne, ou ça peut être aussi ça qui peut être compliqué. C'est pour ça que nous, déjà, en fait, on travaille aussi avec beaucoup de foncières tertiaires, donc des entreprises comme Prologis, AB Sagax, Mileway, Segro, enfin des foncières comme ça, pour déployer des bornes de recharge sur leur parc d'activité, parce que c'est ça aussi la solution, avant tout de suite de passer à la recharge rapide. Pour revenir sur la façon dont l'électrification effectivement des transports peut transformer la ville, vous imaginez aujourd'hui des éléments de la ville qui pourraient voir leur usage changer en lien avec l'électrification des transports? Je pense, alors c'est des idées comme ça, mais à des parcs-mètres, à des lampadaires ou à des choses comme ça qui finalement sont là, il y a une structure, on pourrait les imaginer demain pour recharger en 15 minutes sa voiture ou son scooter. Voilà, alors... il y a deux aspects à la chose. Non, c'est sûr qu'aujourd'hui, effectivement, des projets transformer des lampadaires en prises, etc. Ça, il y en a des projets très intéressants que je trouve assez fascinants, voire des parcs-mètres, etc. Donc ça, c'est en cours. En revanche, ça sera de la recharge qui sera lente, forcément, parce que vous n'avez pas beaucoup de puissance. La recharge rapide, c'est gros, c'est bruyant, c'est lourd, ça abîme les batteries et c'est coûteux. Ah oui. Ah bah oui, c'est la recharge rapide, on parle de grosse puissance. Donc c'est l'avenir des stations essence aujourd'hui de faire de la charge rapide. Alors en tout cas, l'infrastructure peut servir derrière à installer ce type de structure. Donc clairement, la recharge rapide, on la retrouvera dans les stations-service, ça, il n'y a pas de doute. D'accord. Mais ce que je constate, nous aussi, c'est qu'en parallèle, en fait, on voit tous les acteurs de la grande distribution, tous les acteurs, des restaurateurs qui s'y mettent, en fait, parce que c'est pas très compliqué de déployer une borne de recharge sur un restaurant, par exemple. Et vous allez au resto, vous prenez un café. Il faut la place, quand même. Après tout, en première, deuxième, troisième couronne, il y a plein de restaurateurs qui ont de la place, en fait. Mais monétisés. Quelque part, monétisés. Monétisés. Ou qui amènent du flux. Ou potentiellement, au générateur de flux avec des business models où, en fait, c'est le chiffre d'affaires qui est généré au niveau du restaurant. Combien? Le prix kilowattheure. Voilà, restaurateur, je veux une borne. Combien? Nous, on déploie des bornes de recharge sans financement. Donc, on prend en charge tout le financement et on se rémunère au fur et à mesure des recharges sur cette borne-là. Donc, c'est ça notre modèle. On a un modèle qui est assez unique pour favoriser. Donc, ça veut dire qu'on vous appelle, vous l'installez gratuitement. Voilà. En échange de quoi vous espérez que sur la production, ça vous rapporte quelque chose. Exactement. Nous, on va chercher un contrat entre 10 et 15 ans d'exploitation de cette borne en exclusivité sur ce site. Et on va se rémunérer sur ce site. Mais vous faites des études de marché de flux, par exemple, avant d'y aller, ou oui, c'est en fonction des gens qui vous appellent? C'était le sens. On a deux approches. Déjà, on fait des analyses de génération de flux, évidemment. Et puis l'autre approche, c'est qu'on travaille beaucoup avec des entreprises, donc notamment Star Service, Stuart, Top Chrono, pour en citer quelques-unes. Et Bolt aussi sur les chauffeurs VTC. Et on sait exactement qui ont des besoins. Où sont les besoins, comment les mapper. Et donc, du coup, on va les adresser au mieux aussi comme ça.
Merci beaucoup François Oudot d'avoir répondu à toutes nos questions. Sylvain, je vous propose qu'on passe au chiffre du jour, si ça vous va, pour clôturer cette première interview. 18,7%, Sylvain, le chiffre du jour. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, c'est le taux d'épargne des ménages. Je voulais juste compléter ce que vous disiez, François, tout à l'heure. C'est qu'il y a même des routes où on peut, en roulant, se recharger. Oui, c'est vrai. Là, on est un peu dans la qu'on n'est pas au bout. science-fiction. Non, on peut dire qu'on n'est pas au bout des innovations. Alors oui, 18,7%, Nicolas, vous l'avez rappelé, c'est le taux d'épargne des ménages, c'est-à-dire la part du revenu disponible brut qui n'est pas utilisé en dépenses de consommation à développer. Céline, c'est qui a dévoilé les résultats à la fin du mois de mai des économies que nos concitoyens préfèrent placer sur des produits sans risque. On peut le comprendre, même s'ils ont un très faible rendement, livret A ou autre. Ainsi, 78% des personnes possèdent, donc justement, j'en parlais, le livret A, qui atteint des sommes épargnées atmosphériques, gérées, il faut le rappeler, par la Caisse d'épargne et la Caisse des dépôts et consignations. Et 32% ont une assurance vie. Pour lutter contre l'inflation, les Français jugent que les meilleurs remparts sont d'abord l'immobilier, pour 46% d'entre eux, puis l'assurance vie, 26%, l'or, 19%, la soif de l'or, et la bourse, le parent pauvre, c'est seulement 9%, Nicolas. Effectivement, je voyais François Oudot qui se demandait pourquoi on lui parlait de livret A ou de bourse, mais effectivement, parce que l'idée, c'était de rebondir quand même sur le sujet immobilier. Merci François Oudot, donc vous êtes cofondateur de Bump, et quant à nous, on se retrouve tout de suite, toujours dans la Côte Imo, dans l'Expert Imo. De retour donc dans la Côte Imo, toujours sur Bismart et Radio Imo. Nous sommes à présent dans l'Expert Imo, où nous allons nous demander comment réinventer ou réenchanter la ville d'aujourd'hui et surtout de demain. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir avec Sylvain Lévy-Valency Nicolas Ledoux. Bonjour Nicolas Ledoux. Bonjour. Vous êtes urbaniste, président d'Arcadis France, mais surtout en ce qui nous concerne, en ce qui concerne cette interview, auteur du livre Réinventer la ville. Donc vous avez écrit avec cette idée, publiée je crois début janvier 2022, ou en tout cas janvier 2022, en début d'année, avec cette idée de réenchanter la ville, de réinventer la ville, de réfléchir à cette ville existante aujourd'hui, mais qu'on pourrait transformer ou faire évoluer en lien avec l'évolution, peut-être tout simplement, de nos modes de vie ou de notre façon de vivre. Un livre que vous avez lu, Sylvain Lévy-Valency, et qui vous a marqué. Alors, qui nous a marqué. D'ailleurs, je suis ravi que vous ayez accepté de passer par le plateau de la Côte Imo, Nicolas Ledoux. Je rappelle que vous êtes effectivement urbaniste, géographe, président d'Arcadis France. Vous êtes un leader finalement dans la conception, l'ingénierie et le conseil pour la transformation en milieu urbain et en particulier la construction et l'environnement naturel. C'est comme ça qu'on vous présente. Alors, je fais le pitch juste de votre émission qu'on retrouve d'ailleurs sur toutes les bonnes librairies, puisque le livre, vous l'avez dit Nicolas, il est ici et il est dans les bacs, et je le conseille à tout le monde, y compris même les non professionnels, lorsqu'on a envie de cheminer, comme dirait mon ami Thierry Paco, de cheminer en urbanité. Voilà, dessiner une ville plus proche, plus verte, plus humaine, réenchanter la ville, c'est cette ambition pour l'homme, cette place et la nature au cœur des nouveaux enjeux de la société. Vous parlez d'exode urbain, vous dites qu'à l'instar de ce qui s'est passé avec le Covid-19, on a envie d'espace, de verdure, on a envie de perspective. Vous parlez même d'obsolescence des agglomérations. C'est un terme très fort que vous utilisez. Vous définissez un cadre dans lequel vous dites qu'il n'y a plus de débat autour du défi climatique, puisqu'il nous impose des changements structurels de grande ampleur. Et vous les classez, vous les classez en 4 grandes thématiques que vous avez déclinées. La première, c'est la ville-nature. Vous dites il faut réinventer la ville et installer la nature en ville, ce qui était peut-être le cas dans nos sociétés précédentes, puisque quelque part, vous revenez finalement à quelque chose qui est fondamental. La 2, c'est que vous dites, et ça a beaucoup de sens quand on voit le climat d'aujourd'hui, c'est une ville bienveillante. Et une ville bienveillante, une ville qui finalement devient beaucoup moins féroce que les jungles urbaines que l'on connaît aujourd'hui. Et enfin, vous parlez de mobilité. Alors, le sens de la mobilité, à l'instar des problèmes d'énergie, ou de coûts énergétiques ou de défis énergétiques, a plus que du sens. Et enfin, vous dites en 4e point, il faudra que nous habituions à une ville frugale. Nicolas Ledoux, la sobriété va devenir la règle ?
Oui, ça va devenir la règle. On est dans un monde fini en termes de ressources naturelles. On a battu un triste record en 2021, et c'est ce qui identifie et caractérise le mieux ce qu'on appelle l'Anthropocène. Le poids total de tout ce que l'homme a bâti sur cette planète est supérieur au poids total de la biomasse du vivant. 1153 gigatonnes d'un côté pour ce qui a été construit par l'homme, 1121 gigatonnes pour la biomasse, le vivant, nous inclus. D'accord. Et c'est assez dramatique de constater qu'on a plus artificialisé ce monde, alors que finalement, on occupe cette planète pour un temps assez court par rapport à sa longévité et à son existence passée. Et cette bascule-là, je pense qu'elle doit tous nous interpeller en tant que concepteurs des villes. Elle doit amener à repenser nos processus industriels et à mettre l'accent, c'est ce sur quoi j'insiste dans ce livre, sur la ville qui est déjà là, intervenir sur l'existant et réduire notre dépendance à la construction neuve. Alors, quand vous dites, pardon Nicolas, quand vous dites réduire notre dépendance à la construction neuve, il y a un sujet, c'est celui de la démographie, du logement des gens. Comment on fait pour avoir ce qu'on appelle des contraintes opposées? À la fois, on souscrit complètement à ce que vous dites, et en même temps, loger, je pense juste sur 40 années en France, 15 millions de Français supplémentaires. Il y a plusieurs leviers à actionner. Je ne suis pas du tout favorable à une forme de malthusianisme urbain ou un modèle brutalement décroissant. Ce livre est définitivement essaye de faire preuve d'optimisme urbain, mais je suis convaincu qu'il existe des modèles où on peut, à la construction neuve, systématiquement privilégier des alternatives en termes de restructuration, reconfiguration de bâtiments existants. On a beaucoup de projets en ce moment de transformation de bureaux ou de parkings en logement. On a des modèles aujourd'hui techniques qui fonctionnent extrêmement bien, avec des approches de plus en plus standardisées. Et il y a moyen, avec les grandes villes existantes, de réutiliser beaucoup d'espaces déjà artificialisés. Il y a beaucoup de délaissés aussi, ou d'espaces sous-utilisés, pour optimiser, intensifier les usages et réélargir un peu le champ des possibles, sans forcément recourir, par paresse parfois, à de l'étalement urbain et à de la construction neuve. Donc quitter la ville n'est pas la solution aujourd'hui, même si on peut voir effectivement que depuis 2 ans, bon nombre de ceux qui peuvent le faire ont envie de quitter les centres urbains. Alors, je suis tout à fait d'accord. Il y a une forme d'inégalité sociale, puisqu'aujourd'hui, fuir la ville, c'est un privilège. Il faut en avoir les moyens logistiques ou financiers. C'est clair. Pour ceux qui n'en ont pas eu les moyens, je pense que la période qui s'est écoulée et les confinements ont été durs à vivre. Pas d'accès à des espaces extérieurs, des logements souvent trop petits et mal conçus. Donc, ça a été une grande claque, là encore, pour tous les acteurs de la fabrique de la ville. Et c'est pour moi très clairement une opportunité, une chance de complètement réinventer nos modèles. Et donc oui, il y a de l'espoir et il est possible de redonner des aspects enchanteurs à ces villes, de les rendre désirables. C'est ce que je m'attache à essayer d'expliquer dans le livre en partant d'exemples concrets, pris un peu partout dans le monde. C'est un tour du monde d'exemples qui marchent. Et si on généralise ces exemples-là, on peut réellement changer la donne. Une autre question avant de passer la main à Sylvain. Et d'ailleurs, je vais reprendre une comparaison que fait souvent Sylvain dans cette émission, qui dit que Paris est la deuxième ville la plus dense après Bombay, c'est ça? Absolument. Dans ce cas, Nicolas Ledoux, je vous pose une question. Comment est-ce qu'on fait une ville bienveillante avec autant de densité, si on prend l'exemple de Paris, par exemple? C'est une très bonne question. Comment on le fait? Eh bien, d'abord en pensant le prolongement du logement, qui est l'espace public ou semi-privatif immédiatement accessible. Il y a beaucoup de cours d'immeubles, il y a beaucoup d'espaces autour des immeubles bâtis sur lesquels on peut remettre de la nature, désartificialiser, débitumer les sols pour les rendre poreux et les faire respirer. Ça, c'est un exemple très concret et à petite échelle. Il y a les projets qui ont été très discutés de forêts urbaines au sein de la ville de Paris. Il y a déjà des très grandes villes denses qui ont créé ce type de forêt urbaine. Ça marche. On recrée un effet d'îlot de fraîcheur, on refait respirer les sols et la vie s'y réinstalle assez naturellement.
Mais effectivement, ça suppose un courage politique pour investir, parce que ce sont des espaces verts beaucoup plus coûteux que les squares et les jardins publics qu'on connaît bien. Il faut recréer du vrai sol naturel, profond. Il faut casser plein de choses, parce que le sous-sol d'une ville, c'est compliqué. Il y a des tuyaux, il y a des réseaux, il y a des parkings, il y a plein de choses. Donc il faut enlever tout ça pour remettre de la pleine terre. Mais si on se donne les moyens de recréer ces forêts urbaines, l'effet est quasi immédiat. Au bout d'un an, on recrée déjà un écosystème en ville. Et donc, ce que je propose, c'est pas tant de détruire le modèle actuel, c'est juste de dire aux citadins, faites un pas de côté, faisons un peu de place à la nature, et on y gagnera tous en termes de qualité de vie. Alors, vous l'avez, il y a une page de votre livre que j'aime beaucoup, c'est la page 41 sur l'apiculture. Et le titre, alors... En plus, je voudrais qu'on va lui faire un peu de pub. Les dessins sont de Benjamin Adam. C'est très joli ce que vous avez fait. Vous parlez des animaux en ville. Et au-delà des animaux en ville, c'est la biodiversité en ville. Et une étude récente a fait un constat absolument paradoxal qui m'a sidéré, moi qui suis né en urbanité, si je puis dire ainsi, c'est que la biodiversité se porte beaucoup mieux en ville. Et que même on envisagerait que les abeilles, par exemple, qui pollinisent, auraient en ville une alternative de survie, j'utilise même le mot, survie de la race des abeilles, enfin des différentes races d'abeilles, parce qu'elles ont beaucoup de mal à survivre à la campagne, en pleine nature. Alors là, c'est paradoxe, entre les tuyaux d'échappement, entre tous les éléments, on a du mal à comprendre pourquoi. Et dans cette étude, ils disent, mais non, c'est très facile à comprendre, il n'y a pas de pesticides en ville, il n'y a pas de produits chimiques, et chaque petit îlot, entre guillemets, de culture, du bonhomme qui a sa plante, de madame qui arrose ou qui fait ses fraises ou qui fait son petit potager, et en plus, je me projette assez bien, parce que je le fais moi-même, eh bien, effectivement, ça a plus du sens. Est-ce que cette masse-là, avec la massification de ceux qui vont aller vers ça, peut inverser le process? Alors, je vous rejoins tout à fait. Aujourd'hui, les villes peuvent être des refuges de biodiversité pour toutes les formes du vivant, parce que clairement, l'agriculture intensive et tous ces travers font qu'on a des milieux quasi stériles en campagne, et qu'effectivement, en ville, on peut retrouver des espaces pour cet ensauvagement, là encore, si on s'en donne un peu les moyens. Donc oui, ça marche, oui, c'est généralisable à grande échelle. J'évoque dans mon livre des exemples d'agriculture urbaine de très grande échelle. On arrive à commencer à envisager de l'autosuffisance alimentaire pour nos grandes villes. Et je pense que c'est une vraie perspective d'espoir face à la crise climatique. Vous y croyez, vous, à l'autosuffisance alimentaire par l'agriculture urbaine? À 20 ou 30 ans, oui, bien sûr. À 20 ou 30 ans, oui. C'est une génération pour changer. Il est l'heure de nous quitter, Nicolas. Exactement. Alors, je suis quand même assez fasciné de voir que la ville est mieux que la campagne pour certains animaux, ou en tout cas moins pire, d'après ce que je comprends. Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas Ledoux. Je rappelle que vous êtes urbaniste, président d'Arcadis France et surtout auteur de Réinventer la ville aux éditions Le Cherche Midi, donc avec des dessins de Benjamin Adam, vous l'avez dit, Sylvain Lévy-Valency. C'est la fin de la Côte Imo pour cette nouvelle semaine ensemble. Sylvain, donc la Côte Imo sur Radio Imo. Et oui, nous en sommes déjà à notre 9e numéro et nous allons continuer. En tout cas, on est ravis de partager ce moment avec vous et de vous faire rencontrer des personnes aussi exceptionnelles que Nicolas Ledoux et tous ceux qui se sont succédés cette semaine et qui nous donnent chacun, à leur niveau, un regard différent sur la ville, sur ce qui vous concerne. On se retrouve lundi, Nicolas. Lundi, et on parlera de PropTech.